bouger la table, c'est ça? Ah, mais alors moi, je bouge. Oui, mais toi, tu Qu'est-ce bouges. que tu... Parce que je vais tenir comme ça, c'est pas grave, vas-y. Bon, oh, ben non, tu vas c'est donc. pas Et vous voulez qu'on grave, ferme c'est la pas porte pour que... Non? Bon, ben, si les gens arrivent en retard, ben, viens, Ouais, déjà qu'il y en a un peu. Ouais. Alors, donc, bon, déjà, je voulais juste dire deux mots. Moi, je suis sociologue, donc ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'exerce le métier de consultant. Donc, j'ai aussi fait de la recherche, j'ai aussi travaillé dans des labos, publié des articles un peu scientifiques, etc. Et puis, je suis revenue à ce que j'aime, consultante en entreprise. Mais ça m'a permis aussi de, voilà, peut-être d'avoir des outils théoriques qui me permettent parfois voilà, de comprendre d'une autre façon. Alors, ce que je voulais dire, j'avais commencé un peu par la question de la sociologie Moi, des j'ai trouvé entreprises. très intéressant qu'elle participe à ce groupe, parce que ça fait pas de mal, à un moment donné, de pouvoir prendre de la hauteur aussi. Il faut un poil théoriser, me semble-t-il. Oui, Enfin, voilà, c'est pas non plus des grands concepts, mais c'est vrai. À un moment, on est dans le Ça faire, fait pas et c'est de- vrai voilà, que moi ça fait j'aime pas bien de mal aussi, de prendre ouais. un peu de distance. Ouais, voilà. Donc en fait, la sociologie des entreprises, à quoi ça sert Il me semble que, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la gestion de conflits. Et aussi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas les indicateurs, les tableaux de bord suffisants pour comprendre la complexité. Hein, c'est qu'on a souvent, comme ça, on capte des éléments un peu simplistes. Justement, par exemple, voilà, les syndicats. Et on se contente un peu de cette appréhension de la réalité comme ça simplifiée, ce qui fait qu'après, les conflits arrivent dans des entreprises et on ne les a pas vus venir. Et moi, à chaque fois que j'ai fait des gestions de conflits, j'ai été étonnée finalement du peu de sensibilité, de prévisibilité du conflit, alors qu'il y a des signes avant-coureurs. Donc, on va dire mon objet de recherche, mais même si aujourd'hui j'y consacre pas beaucoup de temps, mais c'est ça, c'est d'essayer d'avoir des analyses du problème plus fines, plus complexes, hein, pour essayer d'appréhender la réalité dans une entreprise, parce que je pense qu'on en aurait besoin. Ce que je dis aussi, c'est qu'on a des méthodes de gestion de risque qui sont très au point et on les applique pour les risques environnementaux, les risques même financiers, les risques en matière de sécurité, d'hygiène, mais on ne les applique pas, hein, ces méthodes, pourtant les outils existent, etc., mais on ne les applique pas pour les risques de conflits sociaux. Donc ça, je trouve que ça pourrait être quand même intéressant de mettre en place les mêmes dispositifs de gestion de risque de conflit social que les autres. C'est ce qu'on fait un poil potentiellement dans CIM. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Déjà, un diagnostic un peu affiné, avec aussi des objectifs un peu globaux. Et c'est ce que j'ai dit ce matin à Thomas, pour lui, Thomas Guyonnet, qui bosse de la partie entreprise au Crédit Agricole, que s'occuper de mesurer l'immatériel dans l'entreprise serait une réflexion stratégique pour vous. C'est quoi dans CIM? Moi, je ne sais pas ce que c'est dans CIM. CIM, c'est un système expert, ça veut dire capital immatériel de l'entreprise, qui a été inventé par Ado Compétitivité il y a une quinzaine d'années pour mesurer tout ce qui n'est pas l'objectif de l'entreprise, c'est-à-dire la marque, les relations humaines, le commercial, l'organisation, et ainsi avec une portée beaucoup plus globale, par exemple l'éthique. Est-ce qu'on respecte les religions? Est-ce qu'on respecte l'égalité homme-femme? Est-ce qu'on respecte... Hein, c'est-à-dire on essaie de tirer vers le haut des indicateurs qui existent déjà de toute façon. Capital immatériel et l'EM, c'est de l'entreprise. Capital immatériel. IM pour immatériel. Immatériel. Ah d'accord, de l'entreprise aussi. Ça, c'est d'accord. Voilà, donc ça veut dire aussi que quand j'interviens comme ça, on essaie à chaque fois de mettre de la communication, de mettre de la réflexion aussi. Et ce que je voudrais vous montrer juste, c'est de se dire, tiens, mais si un jour on s'arrêtait, ne serait-ce qu'un moment dans une entreprise, pour dire, tiens, comment on pourrait créer, alors j'ai dit du bonheur, je le fais un peu de façon provocatrice, mais comment on peut réfléchir en termes de bien-être. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en termes de bien-être dans l'entreprise? Voilà, alors ce que je voulais dire au départ, c'est que il y a des approches sociologiques qui existent depuis 50 ans, maintenant. Une des premières approches sociologiques, elle avait déjà montré que
on met toujours en avant les facteurs de mécontentement dans l'entreprise, par exemple quand il y a des conflits sociaux. Donc on dit les slogans portent sur la rémunération, ou alors les systèmes hiérarchiques, la politique d'administration. L'insatisfaction aussi est créée par les relations entre les personnes, les conditions de travail. C'est 5 items qu'on retrouve toujours. Conditions de travail, relations entre les personnes, la hiérarchie, la rémunération et la politique d'administration. Bon. Politique d'administration, c'est la gouvernance ou quoi? Oui, puis c'est les règles aussi. Alors j'ai un très bon exemple que je donne toujours, parce que alors celui-là, je le trouve extraordinaire. C'était un jour, je faisais un travail comme ça, une intervention dans une petite PME d'ici, qui était rattachée à IBM. Et à un moment, j'avais un problème pour conduire mes entretiens. Et je vois une grande salle vide et un plateau, et je leur dis, mais pourquoi je ne peux pas aller là? Et on me dit, ah non, mais on est à IBM et on a un ratio. Maintenant qu'on est on a un ratio qui est 4 mètres carrés par salarié, tout compris, les couloirs, les cuisines, les bureaux. Et donc, on ne peut pas utiliser ce grand plateau. Et donc, on entassait effectivement les personnes dans des tout petits bureaux, parce que la politique d'administration avait décidé un ratio de 4 mètres carrés. Donc, c'est aussi ça qui crée de l'insatisfaction, qui agace, qui peut révolter, enfin voilà. Mais c'est aussi la gouvernance, mais plus que ça. Voilà, et en fait, Herzberg a montré déjà il y a 50 ans que les vrais facteurs de valorisants dans l'entreprise, les vraies raisons qui expliquent l'engagement professionnel, etc., c'est la reconnaissance. Est-ce que je suis reconnue dans mon travail par mes pairs, par mes supérieurs, par les clients? Les accomplissements, c'est-à-dire est-ce que j'ai la possibilité de m'accomplir en fonction de ce que moi je perçois et je désigne comme accomplissement. Le travail, proprement dit. Moi, je me rappelle d'une entreprise où il y avait un management déplorable, où c'était vraiment catastrophique, mais le travail, tous les salariés disaient, mais c'est tellement intéressant ce travail, et c'était tellement beau ce qu'ils faisaient, que voilà, c'était des gens qui étaient attachés à ça. Le travail, la responsabilité, c'est-à-dire que je peux avoir un travail qui n'est pas terrible, mais j'ai des responsabilités et donc je me sens exister. Donc ces facteurs. Et ensuite, l'avancement, la progression, c'est-à-dire que je suis dans un poste où je sais que je vais évoluer, j'ai des perspectives d'évolution. Quand on avait présenté ce module à Plateau, on avait demandé à Éric Dubroca de l'AQMO, qui est un des dirigeants de l'AQMO, qui est une PME de 170 salariés à peu près. Et il avait bien montré qu'ils avaient pris l'ensemble des fiches de poste, ils avaient donc mis un système d'évaluation qui avait une visibilité, chacun savait où il en était, avec des critères assez classiques, maîtrise, envoi de maîtrise, enfin voilà, des choses comme ça, mais aussi toute une progression dans l'entreprise. C'est-à-dire, je commençais par exemple agent technique, je pouvais évoluer technicien, responsable, chef de projet, etc. Donc cette possibilité d'être reconnu, d'avoir des responsabilités, d'avoir l'avancement, c'est quelque chose qui... Alors quand on le dit, évidemment, ça paraît évident, encore fallait-il le poser comme ça, aussi clairement. Voilà, donc un nouveau champ d'études, le bonheur, ou on va dire le bien-être au travail, mais moi j'aime bien après tout, pourquoi pas parler de bonheur. Alors d'où ça vient? Ça vient aussi de la psychologie, c'est-à-dire que la psychologie, qui est aussi très liée, il ne faudrait pas le dire, mais est très liée à certaines fois à des labos pharmaceutiques, a toujours, la psychologie classique a toujours étudié le mal-être. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a cassure et on éprouve des mal-être, etc. Et donc, après, derrière, quels sont les traitements? Eh bien, à un moment donné, il y a un courant qui n'est pas très vieux, qui date de, moi je dirais, des années 90, un courant qui s'est appelé la psychologie positive. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, on va plutôt s'intéresser aux gens heureux. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont heureux? Qu'est-ce que ça produit? Et on va voir
dans l'entreprise, c'est quelque chose qui peut être un vrai capital, c'est-à-dire d'être avec des gens qui ont des dispositions à être heureux. Ils vont comprendre plus vite, à être plus créatifs, on va voir à la fin. Il y a vraiment des manifestations complètement concrètes. Voilà, donc l'optimisme devient un nouvel objet d'étude. Ça nous protège de la dépression, des ressentiments négatifs, etc. Donc voilà. Le bonheur est un état subjectif et aussi d'un point de vue méthodologique aussi, moi ce qui m'intéresse c'est de se dire aujourd'hui de plus en plus on s'intéresse à la subjectivité, la satisfaction du client, le bonheur, on se dit plus, on s'arrête plus en disant bah oui mais c'est subjectif, on essaie d'avoir une connaissance de ces phénomènes, une approche, on s'autorise et ça je trouve intéressant. Voilà, alors donc c'est pour ça qu'à un moment donné, les Américains ont mis en place l'expérience ESM, Experience Sampling Method. C'est-à-dire que donc on mettait des petits boîtiers sur des centaines de personnes, on leur mettait un petit boîtier et à différents moments de la journée, ce petit boîtier émettait un son. Et les personnes donc, qui étaient cobayes de cette expérience devaient noter ce qu'elles faisaient, dans quel environnement elles étaient et dans quel niveau de satisfaction elles étaient à ce moment-là. Quand ça sonnait. Voilà, qu'est-ce qu'elles éprouvaient au moment où ça sonnait. Voilà, et donc à partir de là, on a concocté toutes ces données pour essayer de croiser l'endroit où on est, l'âge, la fonction et le niveau de satisfaction. Et donc on a pu mettre en évidence des croyances qu'on a tous sur le bonheur et aussi quelques idées fausses. Et c'est ça qui, je trouvais intéressant. Alors, je vous en donne, je crois, j'en ai 5, je fais un peu rapidement, mais je trouve que c'est assez sympa. D'abord, la première croyance, c'est qu'on est heureux lorsqu'on a de l'argent. Donc, on met ça, voilà. Alors, on s'aperçoit que si le seuil pour vivre est suffisant, c'est-à-dire si on a de quoi combler les besoins de base, on va dire, voilà, manger, s'abriter, être en sécurité, enfin, si on reprend la pyramide de Maslow, eh bien, l'accroissement de la richesse ne va pas augmenter le niveau de bonheur, d'accord ? Donc, si on a le minimum, c'est pas parce qu'on est plus riche qu'on est plus heureux, il n'y a pas de corrélation. Et on s'aperçoit qu'il s'agit plus d'un niveau relatif d'argent, c'est-à-dire si je suis plus aisée que dans mon entourage, pourrais en éprouver un peu de satisfaction. Pas forcément avec des grands écarts, mais je me compare, d'accord ? Et quand je me compare, eh bien en général, voilà. Après, le bonheur lorsqu'on est en bonne santé. On a essayé de voir s'il y avait une corrélation et on s'aperçoit que pas du tout. Même parfois, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a comparé des gens en bonne santé et par exemple une cohorte de gens dialysés ou avec des gros problèmes de santé, et on s'aperçoit que les gens qui ont des problématiques de santé sont à la limite plus aigus par rapport à ces problématiques, s'interrogent plus et éprouvent plus facilement, je sais pas, mettent à leur conscience le fait d'être heureux ou pas heureux, plus que quand on n'a pas eu de problème de santé. Donc il n'y a pas de corrélation. Voilà, même à la limite, les dialysés, par exemple, exprimaient plus de sentiment d'être en vie, donc d'être heureux, d'avoir de la chance par rapport à celui qui était mort ou qui n'avait pas eu de greffe. Voilà. Après, le bonheur, s'il en est beau. Donc on pensait peut-être que... alors ça, c'est très intéressant. C'est le sentiment d'être beau qui va rendre heureux. C'est-à-dire, ce n'est absolument pas quelque chose d'objectif. C'est pas, et la beauté, d'un point de vue objectif, a été étudiée. On a pu faire des portraits robots de la personne belle, c'est-à-dire elle a une régularité dans les traits. Enfin bon, ça a été étudié dans d'autres livres. Et les rapports amoureux, les rencontres, enfin bon, il n'y a pas de surprise, c'est horrible, mais c'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc, c'est surtout le sentiment d'être beau. Si une personne a le sentiment d'être séduisante, charmante, eh bien, elle va en éprouver du bonheur, indépendamment de sa vraie objective beauté. Et c'est vrai qu'on a vu des acteurs vraiment absolument atroces et finalement très beaux. Je pense à Fernandel, ou c'était des mythes un peu connus comme ça. Voilà, donc ça veut dire aussi que il n'y a pas d'objectivité, c'est pas forcément les personnes... voilà, je l'ai dit.
Alors le bonheur en famille, alors ça m'a beaucoup intéressée. Le bonheur en famille, on a toujours l'impression que... Ah, il y a d'autres personnes qui vont arriver, j'imagine. Oui. Peut-être. On a toujours pensé qu'être en famille rendait plus heureux. Et bien, Travailler comment? en général ou pour travailler? En général. Parce que toutes ces Oui, études c'est en pas dans le général. cadre du travail, c'est Non. en général. Voilà, c'est en général. Mais Tout à n'empêche fait. que c'est des résultats De cette D'un étude, test d'études qui étaient faits dans un cadre. Voilà. de travail Ouais, quand même. ouais. Donc il y avait des dialysés qui étaient... Oui. D'accord. Oui, mais c'était des milliers de personnes. Hein, ça Dans paraît- plusieurs entreprises. Marion, Ouais. c'était pas spécifiquement Non, au travail, non, c'était c'était open. dans toute la Open. vie. compris, c'était Open, dans open, l'entreprise aussi. open, c'était, oui. C'était open des milliers de personnes. D'accord, hein. je l'avais compris. Non, non, Oui, moi aussi. Non, non, on a ce boîtier et il peut Je pensais que biper. c'était. Voilà. Il peut biper un samedi soir, voilà. Donc là, le bonheur en famille, ça c'est intéressant. Donc dans l'ensemble, les gens mariés sont plus heureux que les célibataires, d'accord, statistiquement. Ok. Ça c'est la première chose. Donc Au ils bout de sont- 20 ans, Voilà, c'est ça. Ça dépend du moment de la mesure. Alors vous allez voir que ça ne dépend pas du nombre d'années du couple, pas du tout. Ça dépend de l'âge des enfants. là t'enregistres pas. Donc, le couple donc, constitue, semble-t-il, un support favorable, hein, un support émotionnel favorable pour l'équilibre, le bonheur, etc. Voilà, bien-être physique, psychique, etc. Mais la vie du couple représente aussi la plus importante source de conflits et de stress. Et en fait, donc c'est vrai, l'effet union a tendance à diminuer avec les années, hein, ça c'est vrai, mais en même temps, c'est pas forcément le critère le plus pertinent. C'est l'âge des enfants, c'est-à-dire le bonheur des gens mariés varie en fonction de l'âge de leurs enfants. Donc le bonheur des gens mariés diminue après la naissance du premier bébé et reste assez bas les premières années, ouais, à cause du stress, etc. Tout ce que ça modifie aussi hein, dans le couple. Il augmente lorsque l'enfant acquiert de l'autonomie. Il diminue au moment de l'adolescence. Oui. D'accord. Et il remonte le bonheur du couple lorsque les enfants quittent le foyer. Ouais. Qui sont bien et que... Voilà. Donc en clair, un couple est plus heureux quand il vit sans enfants. Voilà. Et on va voir tout à l'heure qu'effectivement, on est moins heureux en famille, finalement, statistiquement, qu'au travail. Statistiquement. Hein, parce que la famille, c'est aussi un lieu de frustration, de tension, où les liens sont... où il y a des enjeux, hein, alors qu'on peut être plus seul, plus libre dans sa situation professionnelle. Hein, on est moins... Après, c'est relié. une étude américaine. On est quand même sur du culturel. Enfin, je suis pas sûre que. Je sais pas, je m'inspire d'un livre, Le défi positif de Janssen, qui est un Français. Oui, c'est un Français qui a fait ouais, ça. ouais, Et lui, il est parti de cette étude. Oui. Ouais, mais pas que. C'est-à-dire que... Oui, parce qu'il y a eu... Moi, je vous cite cette étude parce que c'était vraiment le cœur de... Parce que la culture américaine, enfin, on est quand même sur. C'est très culturel, moi je pense, tout ça, ces sentiments, c'est le rapport à l'argent, tout ça, c'est très américain, enfin, qu'on n'a pas du tout en France. Oui, mais justement, non, moi je pense que c'est occidental, je dirais pas américain, je dirais occidental. Alors, le bonheur lorsqu'on est plus jeune. Alors, à écouter les gens, ils étaient plus heureux lorsqu'ils étaient jeunes. Eh bien, des études, et pas forcément celle-là, montrent le contraire. C'est-à-dire que le bonheur a tendance à augmenter avec l'âge et culmine vers la cinquantaine, pour différentes raisons. D'abord parce que à partir d'un certain nombre d'années, on réduit ses attentes, d'accord ? On est aussi capable de mieux gérer ses frustrations, c'est-à-dire on a des attentes qui sont en fonction de ce qu'on se connaît, on connaît de ses moyens et ce qu'on est susceptible d'atteindre. Hein, donc ces attentes sont peut-être plus réalistes. Et c'est vrai que quand on a fait le test à Plateau, il y avait 2 jeunes chefs d'entreprise et j'avais un petit test sur le bonheur et c'était les 2 qui étaient vraiment beaucoup moins heureux que les autres qui avaient plutôt la cinquantaine et qui avaient un total de bonheur assez conséquent. C'était assez marrant. Voilà, donc on est aussi vers 50 ans, on acquiert une autonomie, on a une plus grande maîtrise de son environnement, on a une connaissance de soi aussi plus approfondie et on peut être aussi plus satisfait de ce qu'on a déjà accompli. Hein, donc on est moins dans peut-être la fuite en avant. Donc ça c'est intéressant aussi, hein, c'est-à-dire qu'on est moins heureux quand on est jeune.
Alors une définition, donc en fait, le bonheur, donc dans cette optique, ce serait un bonheur authentique serait dépendant de deux grandes choses, la satisfaction de deux besoins essentiels, le besoin de plaisir et le besoin de sens. D'accord ? Pour être heureux, il faut à la fois avoir du plaisir et trouver du sens. Donc on va revenir sur cette idée de plaisir. D'abord, le plaisir, on parle de plaisir plus ou moins aigu, hein, ou plus ou moins soudain, c'est-à-dire on peut avoir plaisir, c'est assouvir un désir, ça peut être répondre à une passion, mais un plaisir, ça peut être tout simplement supprimer quelque chose qui nous embête, un ennui, quelque chose qui nous pose problème, éprouver une sensation agréable, ça peut tout simplement faire plaisir. Manger du chocolat, c'est du plaisir, hein. Donc le plaisir, c'est quand même quelque chose de vaste. Ça peut être de l'ordre du confort, tout simplement, émotionnel, concret, hein. Donc voilà, le plaisir, c'est quelque chose d'assez vague, mais en même temps qui est sur une courte durée, on va dire. On éprouve du plaisir de façon quand même instantanée, momentanée, voilà. Le sens, ce serait plus permanent, hein, le besoin de sens, ce serait plus permanent. C'est-à-dire que finalement, le sens, c'est quelque chose qu'on sème aujourd'hui dans l'espoir de récolter dans le futur, hein. C'est quelque chose qui nous donnerait la direction, qui porterait notre raison d'être ou notre raison de faire. Ce serait, on mettrait par exemple au service d'un objectif à plus long terme nos compétences, notre temps, notre énergie, hein. Ce serait une sorte de direction qu'on se donnerait. Un sens d'ailleurs, c'est pas que du plein, hein, c'est aussi sens, une direction. Bonjour Virginie. Voilà, d'accord. Donc ce serait aussi le sens, c'est l'idée d'agir en fonction de convictions, hein, c'est de convictions de choses qui nous tiennent à cœur par rapport à nous-mêmes et pas par rapport à quelque chose qui serait socialisé, voilà. Et le sens, ça serait aussi l'idée de donner quelque chose ou de ressentir quelque chose par rapport à nous-mêmes, c'est un peu ce que je disais, mais donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Ça aurait du sens, quelque chose qui fait que je vais puiser en moi ce que je trouve le mieux de moi. On va voir, hein, tout à l'heure, puisque ça va... Alors, pourquoi avons-nous besoin de plaisir et ensuite pourquoi avons-nous besoin de sens? Alors, le besoin de plaisir, il a été étudié par des éthologues, c'est-à-dire vraiment les approches qui concernent l'espèce, etc. Et ça serait donc, en fait, la conclusion du plaisir, ça serait lié à la survie. C'est-à-dire que, en fait, pour survivre depuis la nuit des temps, il est important pour nous de savoir identifier des menaces, des choses qui nous font risquer, etc., par rapport à quelque chose qui est positif. D'accord ? Donc la notion de plaisir, elle se construit par rapport justement à la notion de déplaisir. Hein. Pour pouvoir survivre, il faut savoir où est le plaisir, enfin où est le déplaisir pour l'éviter, le contourner, le minimiser et donc éprouver du plaisir. Par exemple, le plaisir et le déplaisir, c'est pas quelque chose qui fonctionne de façon concomitante. Par exemple, j'ai beaucoup plus de déplaisir à perdre 100 €, par exemple. Hein. J'ai 2 billets de 50, je les perds, je serais beaucoup plus fâchée que si je gagne 100 €. D'accord ? Donc on n'est pas... c'est pour dire que c'est pas des vases communicants. Donc ça veut dire qu'on a plus de douleur morale à subir du déplaisir que à toucher à son plaisir. Voilà, donc, et aussi les coups de blues, ça dure plus longtemps finalement que le plaisir. Hein. Le plaisir, ça s'émousse vite. Hein. J'ai gagné, je sais pas quoi, finalement, le lendemain, j'ai oublié que j'avais gagné quelque chose. Alors qu'un déplaisir, ça peut marquer beaucoup plus profondément. Voilà. Hein, donc c'est pour ça qu'on parle de survie, c'est-à-dire on est beaucoup plus marqué et le plaisir et le déplaisir, c'est quelque chose qui va nous permettre de ne pas nous mettre trop en danger, de nous préserver, enfin voilà. Hein, donc c'est pour ça que les éthologues parlent de survie.
même, il montre que des fois, rester plus longtemps dans un sentiment malheureux permet de continuer de se protéger d'une menace éventuelle. Hein. On a besoin de ce sentiment-là pour pas s'exposer de façon à mettre ses jours en danger. S'habituer trop rapidement aux situations satisfaisantes nous oblige à chercher de nouvelles sources de contentement. Ça veut dire aussi qu'on baisserait la vigilance dans la survie. Bon, voilà. Pourquoi avons-nous besoin de sens ? D'abord, c'est quelque chose qui va nous aider à définir nos priorités. Donc le sens, il est à la fois culturel, et peut-être que le sens serait d'ailleurs plus culturel et le plaisir plus personnel. Hein, ça pourrait être une hypothèse. Donc le sens, ça nous aide à prioriser, à faire des choix dans notre environnement, à relativiser aussi. Je veux dire, bon, allez, ça me fait pas plaisir, voilà, mais c'est pas grave, hein, ça va dans le sens, voilà, aujourd'hui je fais ce sacrifice, mais ça va dans le sens que je me suis définie. Voilà, donc ça veut dire aussi que c'est lié à la culture. Là, le sociologue, ça l'intéresse de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait sens pour les gens aujourd'hui qui ne faisaient pas il y a 10 ans ou 20 ans, ou qu'est-ce qui fait sens pour quelqu'un de 60 ans dans la banque, je sais qu'on a étudié beaucoup ça, par rapport à la relation avec l'argent, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour un jeune couple qui s'installe et une personne âgée qui a placé son argent, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Il faut aussi rajouter que tout ça, c'est culturel, d'accord, aussi, et c'est lié aux apprentissages. Hein. On apprend aussi tout ça. On est toujours en train d'engager des expériences, de les capitaliser, de revoir, de réévaluer, même si on ne le fait pas consciemment, c'est quelque chose qui se construit, on va dire. Le sens, ça se construit. Ce n'est pas quelque chose qui existerait comme ça en soi, voilà, on y aurait accès direct au sens de sa vie. Non, ça serait trop simple, évidemment. Voilà, il y a Nietzsche qui avait écrit « Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but ou de finalité peut vivre avec n'importe quel comment. » Mais c'est vrai, hein. On a parfois des gens qui, justement dans le travail, qui font des sacrifices incroyables. Par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure, la rémunération, les conditions de travail sont des facteurs de mécontentement, mais pas des facteurs de satisfaction. Si j'ai la responsabilité de mon poste, ou si j'ai la reconnaissance de mon chef, ou je ne sais pas quoi, je peux... puisque je suis dans le pourquoi, je sais pourquoi je fais ça, je m'engage dans cette relation, cet engagement professionnel, etc. Et donc, à ce moment-là, j'accepte n'importe quel comment. Et peu importe, il n'y a pas de souffrance. Quand, il y a une souffrance quand, justement, il y a disjonction entre pourquoi et le comment. Voilà, donc pour quelles raisons chercher à développer le bonheur ? Eh bien... sachez que les sujets qui éprouvent des émotions positives ont une meilleure vision d'ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai des collègues qui sont heureux, imaginez, je suis dans le monde des bisounours, je suis avec des gens heureux, eh bien j'ai des collègues qui ont des désirs plus importants, qui sont capables d'avoir des scénarios, quand on cherche des solutions, etc., plus variés, plus riches. C'est des collègues qui vont être capables aussi d'avoir une meilleure réceptivité des informations. Ils vont plus capter de choses. La personne pas heureuse, elle est plus fermée, elle a les écoutilles qui ne lui permettent pas d'entendre tout. Mes collègues heureux, ils sont plus créatifs, ils sont plus flexibles, ils sont aptes au changement, à l'adaptation, etc. Ils ont des raisonnements inhabituels, ils peuvent faire... des sauts qualitatifs dans les solutions. Ils ne sont pas conditionnés dans les réactions. Raisonnement inhabituel, solutions moins conditionnées. Voilà. Et à l'inverse, les sujets qui éprouvent des émotions négatives eh bien, vont être plus attachés au cadre, aux règles, aux détails, à l'environnement, à des questions très formelles, par exemple, à la politesse. Il dit bonjour, il dit pas bonjour. Enfin voilà, c'est des choses qui vont arrêter. Voilà. Et les gens moins heureux ont aussi le sentiment, plus souvent le sentiment
qui sont différents des autres. Hein. Donc ça empêche la communication, hein, si je pense que je suis différente, si je pense que je ne suis pas comme tout le monde, etc. Alors, donc tout ça pour arriver à ce qu'on appelle l'expérience autotélique. C'est-à-dire que, justement, dans le travail, quand est-ce que nous éprouvons du bonheur ? Alors, c'est sûr que ce n'est pas dans le sens du vent de parler de bonheur au travail, mais on éprouve du bonheur dans le travail. Et donc, j'enseigne, mais je ne sais pas si ça vient de lui, mais il reprend bien cette idée d'expérience autotélique. A-U-T-O-T-E-L-I-Q-U-E. Auto, de grec, ça veut dire soi-même, et télos, le but. Hein, le but soi-même, quoi. En fait, les expériences autotéliques, on les a tous éprouvées et on les recherche, je pense. Et si on pouvait passer sa vie à vivre ça, on serait finalement très heureux. En fait, c'est des moments où on a été, par exemple, totalement accaparé par ce qu'on avait à faire. C'est des moments où on a vraiment éprouvé de la satisfaction à nous engager dans une action parce qu'on y croyait. Alors, ce n'est pas une jouissance sensuelle, hein, ce n'est pas du tout de cet ordre-là, c'est une jouissance personnelle, quoi, hein, quelque chose qui est en phase. Hein, on est en phase entre son environnement, le sens, le plaisir qu'on éprouve, etc. On est comme... donc parfois on parle d'expérience du flux, hein, plutôt que de dire autotélique, on dit c'est l'expérience du flux, c'est-à-dire on est emporté par un courant, on se sent porté par le flux, on se dépasse, on est complètement immergé, complètement happé par ce qu'on a à faire, hein, on est complètement dedans. Nos propres verrous sautent aussi, c'est-à-dire c'est là où on est souvent plus créatif, on trouve des idées, on s'étonne, on se dépasse. Voilà. On a un sentiment de fusion aussi avec le but, on perd la notion de temps, d'accord ? Et on oublie, on a un peu l'oubli de soi, hein, c'est-à-dire que soi passe après, on ne se regarde pas, on n'est pas au centre, hein, de ce qu'on est en train de vivre, c'est peut-être ça d'ailleurs qui nous rend plus heureux. Voilà, c'est le sentiment d'agir avec aisance et compétence. D'accord ? Donc ça veut dire agir avec aisance et compétence que il s'agit de compétences naturelles, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on n'est plus dans une expérience autotélique si ce qu'on nous demande est trop élevé par rapport à notre niveau de compétence, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit compétent, peut-être qu'on se dépasse, c'est-à-dire que l'expérience nous demandera un peu plus de compétences, mais pas trop. Il ne faut pas que l'écart fasse que la personne en éprouve de l'anxiété, par exemple, en disant « je ne vais jamais y arriver, comment je vais faire, etc. Hein, » Donc c'est un ajustement qui est fin, là. Hein. Après, si les compétences demandées se trouvent en deçà de ce que la personne sait faire, c'est aussi très déconcertant, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout motivant. Pas, hein, l'usure au travail dont on parle beaucoup, c'est souvent ça. Hein, c'est-à-dire que les compétences de la personne sont absolument pas sollicitées, mises en évidence, etc. On ne fait pas appel à ça. Donc il y a perte de motivation, impression d'ennui, inutilité, etc. Juste pour que je comprenne, oui. Quand on vit une expérience autotélique, là, c'est qu'on est heureux. Enfin, on touche le bonheur. Voilà, on éprouve du bonheur. Voilà. Parce qu'on peut répondre aux conditions que vous avez citées. Plaisir, sens. Oui, parce qu'on peut être archi pris par un boulot qu'on a à faire, qu'on sait faire, on est suffisamment compétent, on est vraiment dedans dans ce travail-là, sans pour autant... voilà. Et on fait le job. Quoi, oui, mais c'est plus, c'est-à-dire c'est le plus. Si je fais mon boulot parce que je suis compétente, je fais bien, etc., bon, j'en suis satisfait. Hein, moi, je ne parlerai pas d'expérience autotélique. L'expérience autotélique, c'est un peu plus, quoi. Hein, je l'ai pas tous les jours, quoi. Hein, c'est... Parfois, j'ai eu, je sais pas, un manager qui m'a demandé quelque chose, je me suis engagée, j'y ai donné beaucoup, et c'était juste un peu au-dessus de ce que je savais faire, donc il a fallu vraiment que je fasse ce pas de plus, il croyait en moi, je croyais, j'avais la même vision, voilà. Hein, c'est pas faire son boulot tous les jours correctement parce qu'on est compétent, c'est pas ça, d'accord ? C'est quelque chose en plus. Voilà, c'est-à-dire c'est à un moment donné où il y a un défi, où j'ai j'ai quelque chose, c'est pas le quotidien, d'accord ? On est plus dans du projet d'ailleurs, que dans du fonctionnement quotidien.
Sauf qu'il y a certaines personnes qui se satisfont très bien avec du plaisir du quotidien. Ils peuvent être dans cette expérience au quotidien parce qu'ils se satisfont très bien de... On ne parlera pas d'expérience autotélique. Et pourquoi pas S'ils éprouvent du plaisir à faire les mêmes choses au quotidien, ça c'est très personnel aussi. C'est pas ça l'expérience. Oui, certes, mais l'expérience autotélique, c'est plus quelque chose. Il y a quelque chose qui va, je sais pas comment dire, l'expérience du flux, c'est-à-dire à un moment donné, il faut faire un pas de plus, il y a un défi, voilà. Donc c'est ponctuel. Si on s'améliore, quoi. On s'améliore. Par exemple, où ça a du sens pour soi, c'est quelque chose dans lequel on s'engage, voilà, c'est plus ça. C'est plus ça, c'est-à-dire, donc moi c'est un peu, j'ai terminé, je voulais terminer comme ça, c'est-à-dire, comment justement réfléchir en termes d'expérience autotélique dans l'entreprise par exemple, comment se dire, on peut essayer de se dire, tiens, dans une équipe de cadre ou dans son équipe, qu'on manage, qu'est-ce qui nous plaît, dans quoi on s'engage à un moment donné, qu'est-ce qui ferait qu'on serait plus... dans le quotidien, qu'on saurait assumer, mais on aurait quelque chose de plus, etc. Un petit challenge, un défi, mais pas un petit, quelque chose qui a du sens pour soi, quoi. Mais encore une fois, on part du principe que pour tout le monde, il faut un challenge, pour tout le monde, alors que je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux dans leur travail, qui éprouvent du plaisir et qui a un sens. Justement, et je trouve que là, Non, moi, je dis juste que si la personne éprouve du plaisir dans son travail, ce qu'elle fait, le travail proprement dit, ok, ce n'est pas de l'expérience autotélique, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas maintenir ça, au contraire. Ce qu'il faut, c'est justement lutter contre l'usure professionnelle, où les gens sont dépressifs, etc. Pourquoi ? Eh bien, on peut se dire, peut-être, qu'une des réponses, c'est de réfléchir en termes, puis même parfois, la fatigue. On peut aussi être cadre et finalement avoir le sentiment d'avoir beaucoup donné, même si on n'a pas été dans du répétitif, etc., mais beaucoup donné pour l'entreprise depuis des années. Et c'est de se dire, tiens, finalement, est-ce qu'on peut s'interroger sur une façon de manager autour de cette vision de l'expérience autotélique, ou même pour soi. Les solos, là. Même pour ça. Voilà. Donc en fait, c'est une source de bonheur dans l'équipe, quoi, dans le travail. Ça peut être, ça, ces expériences, procurer, mettre les gens en situation de vivre ces expériences-là, ça peut amener du bonheur au travail. Redynamiser une équipe. Moi, je vois bien, alors j'ai failli le faire et puis ils ont annulé. Une équipe de cadres, là, la DRH, elle m'avait dit, je trouve mes cadres, ils sont un peu moroses parce qu'on parle de la crise, on parle de ça, machin, même s'il n'y avait pas spécialement de difficultés dans l'entreprise. Et moi, j'avais envie de faire un séminaire sur ça. C'est un moment où on peut se poser, une demi-journée. J'avais pensé à des plans d'action comme ça, on l'a un petit peu fait à plateau, plan d'action par exemple, les objectifs qu'on pourrait poursuivre, les actions qu'on pourrait mettre en œuvre, avec quel échéancier, etc. Ou comment on améliorerait par exemple les accomplissements, la réussite. S'interroger dans ces termes-là au niveau d'une équipe, comment on peut responsabiliser dans le sens de l'expérience autotélique, etc. Voilà, c'était ça. C'était se dire on joue ça. On essaie au moins, on joue. Oui, et puis c'est ce que tu disais l'autre jour, c'est que le cerveau te croit. C'est-à-dire, quand tu te mets à croire à être heureux, tu le deviens. Ouais. On trompe d'une certaine façon son cerveau en le positivant, et donc on se met à rayonner. C'est ça qui le sentiment d'être beau, en fait. Oui, mais c'est l'autosuggestion. Tu te lèves le matin, tu dis je vais passer une bonne journée, tu vas en passer une. Si tu te lèves le matin et dis je vais passer une mauvaise journée, forcément tu vas passer une mauvaise journée.
Oui, puis c'est aussi toutes les théories sur justement l'inconscient qui entend ce qu'on lui dit, etc. Et donc qui fait effectivement, qui valide ce qu'on lui dit. Ça va pas marcher, il entend, ça va pas marcher. Donc c'est ça. Et dans la réalité des choses, s'il est persuadé que ça ne va pas marcher, dans la finalité, ça ne va pas marcher. Mais parce qu'il provoque tout pour que ça ne marche pas. Moi, ce que je trouve, c'est que cette quête d'expérience autotélique comme ça ne va pas dans le sens de la société. C'est sûr, c'est aujourd'hui, travail en français, ça vient du même mot. Tripalium. Torture. Donc on a une vision occidentale du travail qui est... Mais vraiment, on a une vision occidentale. Moi, je sais quand pas les femmes accouchent, c'est le travail. Oui, c'est très... Non, c'est occidental. C'est la pensée occidentale, c'est chrétien aussi, voilà. Alors que les protestants, justement, derrière, ont essayé, c'est le vieux truc un peu, mais c'est vrai, ont essayé de ramener le sens du travail à autre chose que trimer, torture, etc. Et il y a d'autres sociétés où l'imbrication vie personnelle et travail se fait de façon beaucoup plus harmonieuse, mais nous on scinde comme ça, et alors aujourd'hui en plus avec la crise, donc vraiment il faut aller travailler, c'est le sacerdoce, voilà. Et moi je sais pas, je combats quelque part parce que justement je pense qu'on éprouve beaucoup de bonheur dans son travail. Alors vous allez me dire, oui, celui qui a la chaîne et tout. Mais non, justement, parce que moi j'ai vu des gens, j'en parlais aussi, je me rappelle, quand j'ai fait cette formation, je faisais un audit dans une entreprise. Franchement, le travail proprement dit, c'était pas la joie. C'était hyper dur, quoi. Physiquement, hyper dur. Et il y avait un monsieur qui avait le travail sans doute le plus dur. Lui, il travaillait à moins 17 degrés tous les soirs. C'est-à-dire, il travaillait tout seul. Il arrivait vers 17h, il finissait, c'est lui qui fermait l'usine à 23h. Il travaillait à moins 17 degrés, il risquait en plus, parce qu'il ne mettait pas le bip. Et souvent, il serait tombé dans son frigidaire, personne ne l'aurait retrouvé, sauf glacé le lendemain. Donc, il avait des risques. Eh bien, cet homme était heureux. Cet homme était heureux. Pourquoi ? C'était pas les conditions de travail, c'était le fait qu'il ait des horaires décalés par rapport aux autres, et ça lui allait très bien. C'était que c'était lui qui fermait l'usine, donc il avait beaucoup de responsabilités, et ça lui convenait. C'était quelque chose dont il était fier. Il en éprouvait énormément. D'ailleurs, il est devenu, j'ai su, DP, là. Il s'est mis DP. Donc, vous voyez, il était en lien, finalement, avec les autres. Voilà. Et c'était pas quelqu'un qui s'est plaint. Oui, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, justement. Je pense qu'il y a beaucoup de subjectivité quand on part du principe que pour... mais après, c'est des histoires personnelles. Il y a des gens qui se satisfont et qui n'ont pas envie d'évoluer, et ça leur va très bien. Tout à fait. Et c'est les plus heureux du monde. Et t'en as d'autres qui sont exactement. Voilà. Mais exactement. Ça, c'est très personnel. Enfin, oui, mais c'est très personnel, sauf qu'on peut peut-être justement se dire, la personne qui veut, parce qu'elle souvent elle s'investit ailleurs, elle a une autre vie, et donc elle veut un travail qui soit pas du tout compliqué, qui fasse qu'elle s'investisse le moins possible. Et à 5 heures, sa vie commence, mais elle a découpé les choses comme ça, et c'est sa subjectivité. Et il y en a d'autres pour qui ce découpage, il ne se passe pas comme ça. Et que leur investissement dans le travail, il est frustrant. Voilà. Et donc... Oui, là, puis ce qu'on ne parle pas assez, c'est non plus de la double contrainte. C'est-à-dire que les gens qui ont des difficultés, c'est qu'ils ont d'un côté une hiérarchie qui les coince, et en dessous, des gens managés qui interréagissent. C'est ça, ils sont coincés, je veux dire. Donc, Voilà, et puis quelqu'un peut... Je ne sais pas, par exemple, justement en management, peut-être que y a le poste, justement, on peut éprouver une usure sur ce poste-là, et peut tout d'un coup y avoir des projets qui qui décoincent la personne, qui fassent qu'elle va tout d'un coup pouvoir se passionner, s'engager pour quelque chose, et continuer à faire son boulot de manager qui peut-être lui coûte, mais il y aura cette expérience autotélique qui va faire qu'elle acceptera les contraintes. C'est ça aussi. Mais c'est très subjectif aussi. Je me rappelle, à l'hôpital, là, j'avais fait travailler un peu sur le sentiment de fatigue dans un service qui était la maternité et dans un service qui était l'oncologie. Eh bien, la maternité, c'était très organisé, c'était vraiment une organisation industrielle des naissances, des bébés. Il y a très peu de bébés
qui naissent en dehors des heures ouvrables, en dehors des heures de bureau. Maintenant, on fait tout pour qu'il n'y en ait pas la nuit, pas le 1er mai, etc. Donc, c'était très organisé. C'est pour ça qu'on n'accouche pas à l'hôpital. Oui, voilà, quand on peut. Et puisque c'est programmé, etc. Et donc, on avait des professionnels qui parlaient beaucoup de leurs sentiments de fatigue, qui parlaient beaucoup de la distance qu'elles devaient mettre avec les patients, la souffrance. Enfin, franchement, il y avait des problématiques. Et à l'inverse, dans un autre service, oncologie, où les gens étaient en soins palliatifs, une personne sur 2 était au fond du service pour aller mourir, enfin, où c'était beaucoup plus difficile, beaucoup plus lourd. Et là, jamais aucun soignant ne m'a parlé de son sentiment de fatigue, de la distance nécessaire avec les patients. Enfin, il n'y avait absolument plus ces problématiques. Donc, c'est subjectif, c'est aussi organisationnel. Je crois qu'il y a les deux. Donc, voilà l'intérêt de se poser ces questions. Alors, si je peux témoigner, nous, au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, c'était une demande qui a émané des salariés et qui a été mise en place en avril de cette année, donc 2013. On avait demandé un baromètre de l'humeur. Alors personnellement, c'est pas moi qui l'ai demandé. Mais quand on se logue sur notre poste le matin, en fait on a 5 smileys, donc celui qui sourit le plus à celui qui fait la tronche. Et on est obligé de cliquer pour ne serait-ce qu'avoir ensuite la suite de l'écran. Donc on est obligé de cliquer. Et bon, le jeu, c'est de dire, il faudrait nous demander de cliquer le matin et l'après-midi après pour voir comment se passe la journée. Voilà. Mais c'est vrai que, alors je ne sais pas comment ça va être exploité pour l'instant, c'est tout neuf. Mais c'est vrai que ça avait été une demande qui émanait des salariés, le baromètre de l'humeur. Et alors pour la petite histoire, donc ça a commencé en avril. Et là où il y a eu un pic, le lundi où il y a eu un pic de satisfaction, c'était le premier week-end où il a fait très très beau. Voilà. Alors là, 2013. Je ne sais pas comment. Oui, bon, après, au mois de mai, ça s'appelle le baromètre de l'humeur. Voilà. Après, là aussi, on arrive le matin, mais on arrive avec. Exactement, avec tous les soucis qui viennent de se passer. Toi, exactement. Malade, parfois, on les oublie justement en arrivant au travail. Donc, c'est pour ça que le clic du matin, c'est pas forcément le clic du soir. Quoi. Voilà. Et dans la même chose, si on devait faire le clic à la maison, le soir, on arrive avec les soucis de la journée. Oui. Et voilà, c'est toute la subjectivité. Mais c'est ça aussi, c'est la séparation vie personnelle, vie professionnelle. Bon, après, peut-être il y a une différence entre les hommes et les femmes, mais voilà, c'est une séparation qui est complètement fictive, là encore, occidentale. Voilà. Quelle est l'idée qui nous a pris de rendre les choses aussi étanches, comme si on était des gens qui changeons de personnalité. C'est pas possible. Mais voilà, et c'est pour ça aussi que moi je trouve que c'est pas la mode de travailler, de parler de bonheur au travail, et pourtant nous sommes heureux au travail. Alors je dis pas tout le monde, mais je dis nous sommes heureux au travail. Nous avons des plaisirs que nous n'avons pas, alors qu'on a un discours contraire en disant dans 5 heures que ce soit fini. Non, voilà, c'est faux. Nous sommes heureux au travail. On cherche le bonheur au travail et donc on pourrait améliorer les choses, ne serait-ce que s'interroger. Voilà, une équipe de cadres, et si on prenait un séminaire et qu'on se disait tous, tiens, qu'est-ce qui me rend heureux moi dans mon boulot? Et si on en parlait? Voilà, et ça pour le moment. Surtout qu'il y a un lien qui a été fait, qui là-dessus est indéniable, c'est qu'il y a un lien très clair entre le bonheur au travail et la productivité de l'entreprise. Tout à fait. Donc ça c'est indéniable. Donc à partir du moment où on a compris ça... Et oui, mais une fois de plus, c'est les financiers qui nous font croire que c'est la finance parce qu'on ne sait mesurer que ça, qui est plus importante que le reste. Bien sûr. Comme on ne mesure pas le reste, donc c'est d'où la grande importance de mesurer l'immatériel. Donc d'avoir des outils comme ceux que tu proposerais pour mesurer. Oui, il faudrait continuer à travailler sur ces outils. Mais c'est vrai, c'est des tableaux de bord. Bon, c'est marrant, ça m'intéresse, votre petit baromètre là. Je trouve que c'est marrant parce que c'est anecdotique, mais ça peut être très intéressant comme données. Surtout si c'est anonyme, que les postes. Oui, c'est anonyme, oui. Voilà, et que donc, avec du data mining, là, je suppose qu'on peut très bien avoir effectivement. Tout d'un coup repérer des phénomènes, des récurrences, ça peut être très intéressant. Oui, c'est vrai que vous me faites penser, au début on pensait, enfin les gens qui l'ont mis en place, à faire, alors pas anonyme, mais enfin pas personnalisé, mais par direction ou par service.
Et finalement, non, c'est complètement anonyme, on ne sait pas d'où ça vient. Oui, mais après, Donc c'était eu la réflexion quand même. En se Pourquoi disant, pas le faire peut-être qu'après ça va mettre le doigt sur un service ou une direction qui va Oui, mal mais pourquoi et, pas Pourquoi pas, justement. Non, mais ça peut être un super outil de management aussi, au plus haut niveau, quoi. Ouais. Moi, par rapport à la souffrance au travail, tout ça, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui me disait, donc dans leur organisation, ils collectent les données, ce qui est déjà pas mal, hein, d'accidents du travail, jours d'arrêt de travail, ils collectent toutes les données. Et c'est tout. Ils n'en font rien. Personne n'en fait rien. Voilà. C'est sûr que l'absentéisme, c'est un premier indicateur qui est Par exemple. énorme. Mais il y en a. c'est ce que disait justement l'autre jour Didier, c'est maintenant le présentéisme. C'est-à-dire que tu es présent, mais qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta productivité quand tu es là? Mais oui, c'est pas tout d'être absent ou pas absent. Et que si on commence à travailler un petit peu plus, apportons de la meilleure. J'ai une amie là qui manage une équipe de 30 personnes à peu près. Elle sait quand les gens vont bien parce qu'ils restent plus tard. Ça, c'est en France. Oui, Parce qu'en France, elle est ici. Elle le mesure comme ça. Elle dit les gens sont moins pressés de partir, ils restent plus tard. Voilà. Elle dit c'est mon indicateur. Je trouve ça marrant. Je le constate aussi chez nous, je crois. Que les gens qui se sentent bien dans leur service restent. Alors que ça va dans le même sens. Quand on n'est pas heureux, on est plus rigide, on est plus accroché à des détails. Voilà. Alors peut-être qu'ils restent plus tard aussi parce qu'ils sont pas bien chez eux. Et on est sur des données statistiques. Il y a beaucoup de mais oui, qui se mettent les pieds sous la table et ils n'ont pas géré les gosses et le soir. Mais ça, j'en suis convaincue. Ça arrange beaucoup de monde. Voilà, et puis quand on a sa môme à aller chercher à 6h, c'est sûr. Oui, d'ailleurs, on est au travail. C'est tellement facile. Voilà. Bon, mais moi, j'aimerais travailler plus sur ça, ces idées-là. Hein. C'est pas facile de faire avancer. Qu'est-ce qu'on pourrait... Je réfléchis à voix haute, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler un petit peu plus là-dessus? Il faudrait avoir une mission, parce qu'on peut travailler avec eux peut-être sur cette histoire de smiley, de trucs. Ça, ou même, pourquoi pas, justement, avec une équipe de cadres, de se dire, tiens, ben voilà, on part de ces bases-là et on y va, on réfléchit dans ce sens-là, on fait un plan d'action avec l'équipe, avec les gens, et on voit comment... parce qu'on pourrait aussi travailler avec EMAC, ce qu'ils ont commencé à faire aussi, c'est ça que je veux dire. Ce qu'on a commencé, on peut continuer peut-être en triturant un petit peu plus. Après, il faut voir le volume que ça prend ou l'engagement que ça prend. Mais si on veut que ce soit intéressant, on pourrait croiser les choses. Ben oui, il faudrait que... Oui, moi je trouve qu'il faudrait expérimenter des choses, c'est ça qui serait intéressant. Oui, parce que moi j'ai été étonnée quand on avait fait à Plat de Pau. Après, on avait donné une demi-heure par groupe pour des réflexions et il y avait eu des idées qui avaient émergé comme ça en si peu de temps. Il y avait eu des petites idées intéressantes que les gens avaient dit, ben moi dans mon entreprise je vais faire ça. Voilà, je sais pas. Alors nous on a lancé, c'était fin 2012, le nouveau pacte collaborateur. On avait fait en 2010 le nouveau pacte client, donc c'était aller vers plus de satisfaction de la clientèle. Puis après on s'est dit, oui, mais on peut le faire aussi en interne, donc on l'a lancé à l'automne 2012. Et ça a débouché sur une quarantaine de chantiers, alors plus ou moins chantiers, actions rapides, actions... voilà. Et il y en a sur le bien-être au travail. Oui. C'est vraiment Il y avait le jardin là, à Pau, il y a quelqu'un nous a parlé, il y avait un jardin... C'est-à-dire à Pau, l'agence de Pau a décidé qu'il y aurait du Crédit Agricole, il y a un jardin et qu'on peut, n'importe quel salarié du Crédit Agricole et qui a envie de jardiner participe au jardin. Ah oui, alors ça serait, c'est quelque chose qui avait été évoqué, ça aurait été, si ça se fait, c'est peut-être possible, sur le site de Serre-Cassé, parce qu'on a beaucoup de prairies, et faire un jardin, effectivement, comme un jardin ouvrier, mais à disposition des salariés, entre midi et deux, avec quelqu'un qui est spécialiste dans l'agriculture bio, la taille des arbres fruitiers, etc., qui aurait pu nous apporter des conseils. Peut-être que ça se fera, effectivement. Et c'est vrai qu'il y avait toute cette réflexion sur le bien-être au travail. Donc on sent vraiment que c'est quand même un besoin. Vous disiez qu'on n'était pas trop dans le truc. Mais pourtant, oui, mais voilà, moi, ce dont j'ai peur, c'est que le bien-être au travail, qu'on réduise ça à, bon, il faudrait la moquette plus épaisse, le dossier plus confortable, voilà, je voudrais...
qu'on joue vraiment le jeu. Oui, nous Voilà. c'était un chantier, c'est le télétravail ou le travail à distance. Ouais. Voilà, Ouais. ça c'est vraiment concret pour Voilà. faciliter la vie des gens et leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Quoi. Ou des, je sais plus comment ils Mais appellent voilà, ça, des conditions de télécentres. travail, c'est pas que bien-être au travail. Oui, oui, Voilà, juste ça. Il faut pas. Oui, disons que ce qui pourrait être intéressant, c'est de le faire, mais de trouver le moyen de se faire accompagner par des gens comme Chantal, pour en même temps regarder comment on pédale. C'est ça que je veux dire. Pour un poil théorisé, je mets beaucoup de guillemets. Oui. Ah oui, mais là on pourrait observer, observer vraiment, et oui, là oui. Ça serait intéressant. Il y a le conseil de développement qui fait quelque chose aussi là sur. Je sais pas, oui, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas non plus, mais